Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur Al24 News pour ce nouveau numéro de l'échiquier international. Tout de suite, les développements. La guerre contre Gaza, qui entame son 7e mois, est considérée comme étant la guerre la plus longue menée par l'entité sioniste contre Gaza. Celle-ci se prolonge sans qu'aucune solution politique viable n'apparaisse à l'horizon. Pour le moment, le discours politique ne change pas non plus et semble en perte totale d'imagination. Rien n'arrête en tous les cas l'entité sioniste, rien et ni personne. Le monde entier reste tributaire du bien vouloir ou du bon vouloir de cette entité sioniste et dire que le sort de tout un peuple reste accroché au pouvoir de décision d'un État occupant dénué de toute humanité, et ceci de l'aveu donc de tous. Pendant ce temps, cette entité qui se permet de bombarder et de cibler n'importe quel point de ce monde sous les prétextes, tous les prétextes validés d'avance par les États-Unis, craint étrangement et hypocritement que la partie visée ne riposte. L'Iran affirme qu'il ripostera. Ça, on l'a compris, mais ce en quoi on doute, c'est les fameuses craintes de l'entité sioniste d'une éventuelle frappe iranienne, au point d'alerter la situation. Faut-il en rire ou en pleurer? Tout de suite le débat. Alors, pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir nos deux invités. D'abord, Omar Benberti, analyste en questions politiques internationales. Monsieur Omar Benberti, bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir à vous et merci de m'inviter. Et Eli Hatem, avocat et homme politique franco-libanais. Vous êtes également spécialiste dans les questions internationales. Eli Hatem, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, bonsoir à Monsieur Benberti, à tous vos téléspectateurs et merci de m'avoir invité. Alors, pour commencer, Omar Benberti, on sait très bien que la guerre entame un petit peu son 7e mois et aucun signe de solution ne pointe à l'horizon. On veut aller où? La question qui se pose, où veut aller aujourd'hui Netanyahou? Veut-on empêcher les Palestiniens justement de revenir vers leurs habitations? Et quand je dis ça, je parle du Nord, ou tout simplement les pousser à croire que réellement aujourd'hui, il n'y a plus aucun espoir de vivre à Gaza. Vous l'avez bien dit tout à l'heure dans votre introduction, faut-il en rire ou en pleurer? Je crois qu'il faut surtout en pleurer. Mais ce n'est certainement pas Netanyahou qui est le responsable de cette situation, ce sont bien les États-Unis d'Amérique. Il faut bien comprendre que cette situation est due en grande partie à leur manière d'agir, à leur façon de traiter ce business, parce que pour eux, ce n'est rien d'autre qu'un simple business. Je rappelle, entre parenthèses, que les présidents des États-Unis, que ce soit tout au long du siècle dernier ou bien au cours de ce siècle, ont toujours été élus avec le soutien de la mafia. Il ne faut pas perdre ça de vue. Donc ces gens-là ne fonctionnent qu'avec du business. À partir de ce moment-là, ils ont tout intérêt à faire en sorte, c'est ce qu'ils développent depuis 7 mois maintenant, à faire en sorte que les choses traînent. La question qu'il faut se poser, vous la posez intelligemment, c'est pourquoi se comporte-t-il de cette façon? Quel est l'objet caché? Même si aujourd'hui ils agitent avec beaucoup de frénésie et leurs médias se sont tous lancés dans cette frénésie, ils agitent la menace iranienne, la réplique de l'Iran, et il y a tout un discours là-dessus qui est tenu, il y a des déplacements, leur secrétaire d'État vient se précipiter à Tel Aviv, etc. Tout ça, c'est un rideau de fumée qui nous est mis devant les yeux, de sorte que nous ne puissions pas nous interroger sur la vraie nature et l'intérêt sordide de ces États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Eh bien justement, la véritable question, c'est, comme vous le dites, il faut se la poser, et on va se la poser, Omar Benberti, avec vous. Qu'est-ce qui se cache finalement? Il se cache qu'il se passe plein de choses. Nous sommes à la veille d'élections dans ce pays, bien entendu. Ceux qui se prétendent être le parti démocrate sont tous des sionistes invétérés, et il se joue d'autres enjeux qui
qui se détermine ou qui se décline à partir, de la grosse défaite qu'a subie l'OTAN et bien entendu à leur tête les États-Unis d'Amérique en Ukraine. C'est une raclée qu'ils ont subi malgré tout le tam-tam et toute la stratégie qu'ils développent depuis 2 ans. Ils ont tout fait pour mettre à genoux la Russie, la Fédération de Russie. 2, il y a la montée des périls en mer de Chine avec la situation qui se développe actuellement en Chine. Et donc, ils ont un autre intérêt, me semble-t-il, avec ce qui se passe aussi en Afrique. Il ne faut pas perdre de vue que le continent africain, oui. Le continent africain est déterminant à leurs yeux, mais aujourd'hui, nous avons assisté au débarquement des premiers instructeurs russes au Niger, et ça, c'est très important, sachant qu'il y a une base américaine à Agadez. Donc, il y a d'autres scènes qui sont en cours, mais sur lesquelles, justement, je crois qu'ils mettent le voile, de sorte que nous soyons préoccupés par la réplique. Les Iraniens ne sont pas stupides. Les Iraniens ne vont pas intervenir directement d'abord en Israël. Le général, le ministre des Affaires étrangères iranien l'ont bien déclaré. Ils vont répliquer à ce qu'a fait Israël, mais ce sont toutes leurs ambassades à travers le monde qui sont menacées. Ils ne vont pas répliquer directement en frappant l'antiterroriste. L'antiterroriste va se détruire à partir d'elle-même. Oui, Elie Hatem, justement, on va voir cette histoire de riposte iranienne. Comment, selon vous, l'Iran va-t-il riposter? Si on peut aller dans des perspectives, étant donné que l'Iran a dit qu'il allait riposter avec beaucoup de contenu, il va éviter justement qu'il y ait un embrasement, et on va revenir sur ce mot embrasement pour l'instant sur cette région. Alors, comment peut-on, d'une part, intervenir et riposter, éviter un embrasement et faire preuve de sagesse? Oui, d'abord, il faut rappeler que l'Iran est un pays légaliste, c'est-à-dire ils tiennent beaucoup au respect du droit international public. Oui. Et si vous l'avez très bien constaté, l'Iran ou les intérêts iraniens ont été longtemps attaqués par des actes de terrorisme de la part de l'entité sioniste. Vous savez, il y a eu quand même des incursions de la part du Mossad à l'intérieur du territoire iranien. Il y avait des savants qui ont été assassinés sur le territoire iranien. Il y a également l'assassinat du général Soleimani, qui est quand même considéré comme un acte de terrorisme notoire. Et cette dernière acte ou attaque terroriste que le consulat d'Iran a subi donc en Syrie, à Damas, qui constitue, si vous voulez, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des principes de droit international public que l'Iran respecte. Autrement dit, aujourd'hui, nous sommes dans un cas de belligérance de la part de l'entité sioniste qui, pour certains, est considérée comme l'État d'Israël. Oui. Donc, en cas de guerre, comme en temps de paix, un État lésé a le droit de faire une exception au principe du non-recours à la violence dans les relations internationales pour répliquer, autrement dit, en termes de droit, ce sont des représailles qui vont être entreprises par l'État iranien en prenant soin du principe de la proportionnalité. Je ne veux pas entrer dans le détail peut-être de la disposition de l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui leur donne un autre motif qui est celui de la légitime défense, qui est quand même reconnu par cette disposition de la Charte des Nations Unies. Mais tout cela, si vous voulez, est géré par le principe de proportionnalité. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Benberti quand il a parlé, quand il a souligné que l'Iran ne va pas créer un embrasement dans la région, ne va pas bombarder, ne va pas envoyer des missiles sur le territoire de cette entité, de l'entité sioniste, mais il va riposter d'une manière proportionnelle, c'est-à-dire à l'attaque d'une ambassade, d'un consulat, en présence d'une personnalité, pour démontrer 2 choses. C'est que, tout d'abord, c'est qu'il faut arrêter ces agressions et qu'on appelle en termes vulgaires, parce qu'encore une fois, le terme terrorisme est toujours utilisé par les médias et par les politiques. C'est pour ça que j'ai commencé en parlant de cet acte terroriste, parce qu'il n'y a pas de définition juridique. Or, donc, l'Iran, ce qu'elle va faire, premièrement, c'est montrer que c'est fini, il faut arrêter votre jeu. Deuxièmement, c'est pour démontrer quand même que les services iraniens sont aussi efficaces
que le Mossad israélien ou que les services israéliens en général, et pouvoir déterminer qui seront les personnalités ou qui sera la personnalité qui sera visée dans ces actes de représailles qui, même s'ils ne sont pas légaux, bon, les représailles sont quand même licites, et le droit international public, avec le principe également de cette légitime défense, à condition qu'elle soit proportionnée, et c'est la raison pour laquelle que les Iraniens attendent le moment opportun pour opérer ces représailles à l'encontre de l'agresseur, pour rééquilibrer, si vous voulez, pour ce dommage que l'Iran a subi, parce qu'il faut rappeler que l'ambassade ou bien le consulat sont protégés par les conventions de Vienne de 1961-1963, c'est-à-dire c'est un territoire inviolable et c'est un territoire iranien, c'est-à-dire de l'État qui a si vous voulez, son ambassade ou bien son corps diplomatique, notamment à Damas. Très bien. Amal Benparti, on va justement un petit peu développer cette thèse de riposte aujourd'hui. C'est peut-être légal, en tous les cas. On a vu que l'entité sioniste, lorsqu'ils ont frappé ce consulat, cette représentation diplomatique en Syrie, ils ont fait une double frappe. Au fait, ils ont frappé et l'Iran et la Syrie, parce qu'ils ont transgressé quand même la souveraineté syrienne. Alors aujourd'hui, on s'étonne que l'Iran décide de riposter. Il y a un droit qui s'applique juste à une partie de la population ou du monde, puisque de toute façon, tout le monde trouve un peu étrange que l'Iran riposte et que l'Iran doit réfléchir de quelle manière elle doit riposter. Alors que lorsque l'entité sioniste veut faire une frappe, elle ne réfléchit ni aux conséquences, ni à la manière, ni quand, ni comment. Il suffit qu'elle décide et que les choses se fassent. Mais lorsque la riposte doit se faire, il y a beaucoup de réflexion. Est-ce que ce n'est pas étrange tout ça ? Bien sûr, c'est non seulement étrange, mais c'est surtout le fait de la puissance américaine. C'est pas tant l'entité sioniste qui se comporte de cette manière, parce que notre ami du Liban l'a bien expliqué, les services secrets iraniens sont aussi puissants, sinon plus puissants, que le Mossad, ce qu'on appelle le Mossad sioniste. Sauf que nous savons tous que le Mossad a derrière lui toutes les agences de sécurité américaines et occidentales. Sur quoi je veux insister, c'est que ce sont les États-Unis qui mènent le bal. Ce n'est pas Benjamin Netanyahou et la bande de psychopathes qui est avec lui à la tête de l'État hébreu. C'est les États-Unis qui, eux, peuvent du jour au lendemain faire cesser toutes ces actions. Sauf qu'ils ne le font pas. Ils ne le font pas pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils tiennent absolument à se doter d'un ennemi. Ça a été l'islam pendant des années avec l'Afghanistan, etc. Ils ont reçu une fessée en Afghanistan, comme ils ont reçu une fessée au Vietnam. Je vous signale au passage que les Américains n'ont jamais gagné de guerre de toute leur histoire. Et donc, ils ont reçu cette fessée et maintenant, il leur faut un ennemi, c'est l'Iran. Ils n'arrêtent pas eux-mêmes de déclencher, que ce soit les démocrates ou les républicains, qu'importe, ils n'arrêtent pas de déclencher tout un scénario catastrophe vis-à-vis d'un pays qui s'appelle l'Iran, qui, comme l'a si bien dit notre ami libanais, est un pays qui respecte la qualité internationale. Pardon ? Eli Hatem, c'est monsieur Eli Hatem. Merci. Donc à partir de ce moment-là, il faut bien comprendre une chose, c'est que les États-Unis doivent se doter d'un ennemi. Et maintenant, tout le cinéma qu'ils sont en train de développer, ces jours-ci, depuis les 48 heures, autour de la riposte iranienne, etc., c'est... Moi, une diversion ? C'est un rideau de fumée qu'on veut nous mettre sous les yeux, parce que n'oublions pas que ces États-Unis d'Amérique sont habitués depuis des lustres à vivre sur le mensonge et sur ils piétinent tout ce qu'ils veulent. Lorsqu'ils ont largué les 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, ils n'ont tenu compte de rien du tout. Ils l'ont fait sans demander l'avis de personne. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une recomposition de l'ordre mondial, et à partir de ce moment-là, se sentant eux-mêmes menacés, il leur faut se créer un ennemi.
Ils ont essayé pendant 2 ou 3 années de le développer avec la Fédération de Russie. Ils n'y sont pas arrivés. C'est une catastrophe, c'est un échec total. Ils se sont cassés le nez, ils se cassent les dents. Le petit grand papier qui s'appelle l'OTAN se casse les dents en Ukraine. Et donc maintenant, ils se redéploient sur l'Iran en disant attention, l'Iran va riposter, l'Iran va attaquer Israël. Et donc, dans le même temps, ça leur permet aussi de développer une attitude très agressive vis-à-vis de 2 entités qui les dérangent énormément, qui sont le Hezbollah au Liban et bien entendu les Houthis du Yémen. Parce que les Houthis du Yémen ont causé beaucoup de dégâts au commerce international, chose que personne ne dit sur les plateaux de télévision ni dans la presse occidentale. Mais ils ont paralysé le commerce international. Et ça les dérange, eux, businessmen, parce que c'est le business. Les États-Unis sont fondés sur l'argent. C'est un pays capitaliste. Il ne faut pas perdre ça de vue. Violent, capitaliste et menteur. Donc, à partir de ce moment-là, tout le reste, c'est de la chansonnette. Et quand Biden ou bien Blinken viennent et disent qu'eux-mêmes ils sont sionistes et qu'ils sont juifs et qu'ils sont tout ce que vous voulez, vous comprenez aisément que les déplacements de Austin, le secrétaire d'État au Pentagone, ou bien ceux d'Anthony Blinken, tout ça, c'est de la fumée, du vent qu'on est en train de nous vendre, sans plus. Alors, il y a eu quand même une question qu'on ne peut pas ne pas se poser. Lorsqu'il y a eu les bombardements du consulat donc iranien en Syrie, Eli Hatem, il n'y a pas eu réellement de réaction de la communauté internationale, ou en tous les cas très peu et très timide. Moi, je n'en ai pas entendu, en tous les cas de mon côté. Et lorsqu'il y a cette annonce de riposte aujourd'hui, c'est tout le monde qui réagit. Le premier, donc, ce sont les États-Unis qui disent que de toute façon, nous n'avions pas été informés de ce qui allait se faire, mais s'il y a une riposte, nous allons agir parce que nous sommes tenus par un contrat de protection de l'entité sioniste. De son côté également, il y a les capitales donc européennes occidentales, Berlin, Moscou, qui appellent à la retenue. Alors avant même que la riposte n'arrive, on appelle à la retenue, et pourtant, lorsqu'il s'agissait de l'entité sioniste, personne n'a vu venir, personne n'a réagi, même lorsque c'est venu. Oui, alors il y a 2 choses. L'une, tout d'abord, sur la comparaison qu'on peut faire entre l'antisioniste et l'Iran. Oui. C'est que ce sont en fait deux puissances ou deux pays, si vous voulez, qui ont 2 cultures différentes. Comme vous le savez, l'entité sioniste ne respecte pas du tout le droit international public. Il faut rappeler qu'il y a plus de 65 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'ont jamais été respectées par l'entité sioniste. Il y a plus de 1142 résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies qui n'ont pas du tout été appliquées ni respectées par cette entité. En revanche, l'Iran n'a jamais commis un acte internationalement illicite. Il ne commet pas, comme cette entité, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, comme le génocide de la population civile palestinienne, qui ont conduit, comme vous le savez, la Cour pénale, la Cour internationale de justice, de se prononcer sur cette question en posant des questions à cette entité pour savoir des éléments sur la véritable situation sur le terrain, avec des suspicions d'un génocide, c'est-à-dire d'un crime contre l'humanité, autrement dit, comme l'Holocauste pour les Juifs à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il faut remettre les choses à leur place, c'est que vous avez donc deux pays qui sont complètement diamétralement opposés. Il y a un pays, c'est-à-dire l'Iran, qui depuis 1979 a beaucoup évolué. Il respecte le droit international public. Ce n'est pas l'Iran qui commet des actes internationalement illicites. Au contraire, nous avons vu quand même l'intervention de l'Iran en Syrie qui visait à aider l'État syrien à retrouver sa stabilité, à combattre le groupe de Daesh, c'est-à-dire l'État islamique. En revanche, vous avez en face un État belliqueux qui est celui de l'entité sioniste, qui commet des actes de guerre, qui commet des crimes contre l'humanité, mais en même temps bénéficie, comme M. Bartier a très bien démontré, de la bénédiction de la toute-puissance américaine qui est devenue, je dirais, le patron du monde. À un moment donné, c'était le gendarme du monde, surtout depuis la fin de la bipolarisation et la fin
de la guerre en ex-Yougoslavie, on a parlé d'elle comme étant le gendarme du monde. Les États-Unis qui exercent une hégémonie également sur ce qu'on appelle les sociétés occidentales, qui sont totalement inféodées à elles par le truchement de l'OTAN que les États-Unis dirigent, et la plupart des pays de l'Union européenne sont totalement sous cette hégémonie américaine qui dirige la véritable politique étrangère de ces pays. Nous avons vu quand même la position de ces pays lors du conflit ou dans le conflit en Ukraine, que ce sont des décisions, des prises de position qui sont totalement masochistes et qui vont à l'encontre de leurs propres intérêts nationaux, à savoir cette inflation à cause de ces différentes sanctions qui ont été édictées à l'encontre de la Russie, et puis en fait toute cette situation dramatique économique que subissent en fait les peuples dans les pays de l'Union européenne. Donc, quand on parle de la société internationale, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. La société internationale, c'est celle qui est aujourd'hui uniquement téléguidée par les États-Unis et qui est constituée par une partie des pays de l'Union européenne, du monde anglo-saxon, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et peut-être aussi le Japon, mais qui constitue une minorité par rapport à l'ensemble du monde, parce que nous vivons quand même l'ère de l'émergence d'un monde multipolaire qui est dirigé par aussi bien la Russie que l'Iran, que la Chine, le Pakistan, l'Inde, tous les pays d'Afrique, tous les pays du continent du sud d'Amérique, tous les pays, la plupart des pays de l'Europe de l'Est et une partie également même des pays qui sont sous tutelle américaine et qui sont les pays de l'Union européenne. Alors, pour ces derniers et pour les États-Unis, il y a un terrorisme qui s'exerce sur les politiques, soit de la part du lobby sioniste dans ces pays occidentaux, ou bien de la part aussi, comme a très bien souligné M. Benberti, de la part des Américains qui exercent une hégémonie sur les décisions de politique étrangère des pays alliés et qui font partie de l'OTAN. Alors, la question on ne peut pas éviter, c'est comme un petit peu la riposte, hein, vous voyez. Donc, Omar Benberti, alors on veut absolument faire de l'Iran ce pays monstre qu'il faut craindre. Est-ce que ce n'est pas un petit peu dans cette exagération, parce qu'on sent un petit peu l'exagération? Est-ce qu'elle est à prendre au sérieux, d'une part? Et puis surtout, la question qui se pose, c'est pourquoi, depuis le début du conflit ou de la guerre contre Gaza, l'Iran est l'objet de plusieurs provocations de l'entité sioniste et des États-Unis. Que cherche-t-on à faire, alors qu'on parle tout le temps du fait de vouloir contrôler l'embrasement? On cherche tout simplement à faire en sorte que justement, vous l'avez bien dit, qu'il y ait embrasement. Mais les Iraniens ne tombent pas dans ce piège. Je rappelle que l'Iran, c'est un pays qui a succédé à un empire qui s'appelle l'Empire perse. Oui. Et donc, ils ont une culture de plus de 5000 ans. À partir de ce moment-là, ce n'est pas les petits États-Unis d'Amérique qui ont 200 ans d'existence qui vont montrer aux Iraniens comment se comporter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les Iraniens, eux aussi savent utiliser la proxy comme font les Américains. Ils utilisent la tête de pont qu'est Israël, qui n'est rien d'autre, je l'ai déjà dit, qu'un porte-avions terrestre implanté au cœur du Moyen-Orient. Et eux aussi savent utiliser le Hezbollah libanais et les Houthis du Yémen. Et ils peuvent utiliser d'autres pays qui sont leurs alliés. C'est aussi ça les griefs qu'on leur tient quelque part, M. Omar Benberti. C'est les griefs, c'est également les griefs qu'on tient à l'Iran, parce qu'on les accuse de soutenir justement tous ces groupes au Yémen et au Liban. Oui, bien sûr. Mais heureusement qu'ils soutiennent, comme nous soutenons aussi les Houthis, comme nous soutenons, et comme Algérie 24 soutient la cause des Palestiniens. Nous sommes ici pour dire des choses que nous n'avons pas l'habitude d'entendre sur les chaînes. Les chaînes occidentales, comme vous dites, là, ce que vous appelez la communauté internationale, qui n'existe pas. Et donc, nous disons, et c'est pour ça que nous acceptons d'en parler, nous disons que nous devons soutenir la cause palestinienne, mais la cause palestinienne, c'est un phénomène colonial classique que nous avons bien connu, nous, en Algérie. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que, bien sûr, que l'Iran a des intérêts dans la région, et l'Iran est la puissance de cette région. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite, ni le Qatar, ni les Émirats, ni l'Égypte, ni même la Turquie. Oui. La Turquie qui joue un double jeu en étant membre de l'OTAN. Donc, il reste l'Iran.
Mais à partir du moment où l'Iran a d'autres alliances stratégiques avec la Fédération de Russie, Oui. avec la Chine, Il ne nous reste pas qu'elle est beaucoup de temps, M. Ahmad Ben Barti. Oui, un grand pays producteur. oui, allez-y, Pardon? allez-y, poursuivez votre idée, je ne vais pas vous couper. Juste que je vous C'est préviens. un grand pays producteur de pétrole et aussi c'est un pays qui a des intérêts actuellement en Afrique. Donc à partir de ce moment-là, bien entendu, la communauté internationale et ses relais, tout ce qu'ils font, c'est de taper sur l'Iran pour la présenter comme un monstre, l'islamisme, etc. Oui. Enfin tout le baratin classique que vous connaissez. Et donc il est dans l'intérêt d'un État comme l'État sioniste, Merci qui est beaucoup. relais des États-Unis, de développer cette vision. Merci beaucoup, M. Ahmad Ben Barti. Je sais que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre idée. D'ailleurs, moi-même, j'aurais aimé aller jusqu'au bout avec vous de cette idée. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on diabolise de plus en plus l'Iran parce qu'elle soutient justement les mouvements de résistance dans les pays du Moyen-Orient. En tous les cas, je remercie tous mes invités. Ahmad Ben Barti, analyste en questions politiques internationales, Eli Hatem, avocat politique franco-libanais, est également expert en questions internationales. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international.